Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission débat 100% Bénin. Pour non-respect de cahiers de charges, nombre d'opérateurs économiques se sont vus dépossédés de conventions de cession ou de gérance des hôtels. Bénin Marina Hôtel, l'hôtel Croix du Sud, le motel d'Abomey, l'hôtel Aledio. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance du 15 février. La moisson pour étoffer le patrimoine hôtelier existant n'est pas négligeable. 4 hôtels existants déjà repêchés dans le giron de l'État dans un contexte où il est reproché au gouvernant une trop grande propension à la privatisation. La nouvelle qui devait réjouir le grand nombre n'a pas manqué de produire à bien des écarts l'effet contraire. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, elle est, cette mesure, depuis sa prise, sujette à moult supputations. Certes, des voix se sont élevées pour saluer l'initiative, mais elles sont de plus en plus nombreuses, celles appelant tant sur les réseaux sociaux que par les médias traditionnels à la retenue et surtout à l'équité. À quoi tiennent-ils ces bruits de bottes qui commencent à se faire entendre autour d'un tel dossier? Pourquoi tant de voix discordantes autour d'une initiative qui, à terme, devrait aider à apporter une plus-value au patrimoine hôtelier béninois, booster le secteur du tourisme et partant renflouer les caisses de l'État? Dans la volonté de l'État d'améliorer l'existant, aurait-il éventuellement faire des pas qu'il ne fallait pas? L'État, en peu de mots, s'est-il mal pris? Un homme de droit et un éditorialiste pour mener le débat avec nous. Tout de suite donc, tout autour du thème « Reprise au Bénin des 4 hôtels dans le giron de l'État ». Preuve de la restauration de l'autorité de l'État ou l'expression d'un abus de pouvoir. À nos côtés, pour l'instant, débat proprement dit, Vincent Folly. Est-il encore besoin de le présenter? Éditorialiste, il est le promoteur du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Je suis toujours disponible quand vous m'invitez. C'est un honneur pour moi de me présenter sur votre plateau. L'honneur, sachez-le, est également partagé. Nos téléspectateurs aiment bien vous voir. Il paraît que vous tenez un discours accessible au grand nombre. Et ça manque de plus en plus. Merci une fois encore pour la disponibilité. En face de lui, un homme de droit, je l'avais annoncé, très au fait de l'actualité sociopolitique sur le continent. Maître Alain Roula est avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Alain Roula, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité aussi. Je suis à votre service. Toujours aussi disponible. Ce ne sont pas des fleurs. Voilà, le constat est là. Il suffit de suivre souvent les émissions de SICA pour s'en rendre compte. La disponibilité de l'homme explique sa présence. On court après les invités pour en avoir. Je ne vous fais pas d'aveu. Gestion peu orthodoxe du patrimoine hôtelier de l'État. Des partenaires privés mis à l'index se sont vus astreints à la résolution des conventions de cession ou de gérance des hôtels précédemment à leur charge. La décision suffit d'effet immédiat, n'a pas manqué de susciter toutes sortes de réactions et de commentaires. Je vais me retourner vers Maître Alain Roula pour une question que bon nombre de citoyens lambda se posent. L'État qui a confié une partie de son patrimoine hôtelier à des opérateurs économiques n'est-il pas en droit de le retirer lorsqu'il y a mal donne? Ça dépend de la qualité de l'État. Si c'est l'État régalien qui a concédé, il peut, sous les conditions énumérées dans la concession, reprendre son bien. Mais quand il s'agit d'un État vendeur, c'est-à-dire qui a cédé à titre onéreux et en contrepartie d'un règlement sonnant et trébuchant un domaine du patrimoine, il ne lui est pas loisible de reprendre ce patrimoine, sauf quand la convention de cession, donc de vente, stipule des clauses de reprise lorsque un certain nombre de conditions ne sont pas remplies. C'est ce qu'on appelle la vente sous condition suspensive, condition résolutoire lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, lorsque la cause déterminante de la vente n'est pas réalisée, l'État peut être en droit de remettre en cause la convention, mais c'est exceptionnel, c'est assez rare, et ça se passe dans les contrats habituels. Alors, dans le cas d'espèce, où en sommes-nous? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne connais pas la situation de tous les hôtels qui ont été repris.
mais m'étant particulièrement penché sur le cas du Benin Marina Hotel... Il faut dire que c'est ce cas qui fait assez de bruit, c'est temps-ci, oui. Je crois que nous allons vers une catastrophe, parce que l'État est passé à côté du droit. Je le dis très sereinement et très posément. L'État a menti ou l'État s'est trompé lourdement et les conséquences seront très préjudiciables pour les finances publiques. Je crois que dans le débat... nous allons apprécier, parce que vous venez de sortir des mots un peu trop forts. J'imagine que... Je veux croire que c'est juste pour intimider que vous non, pas du tout, je pourrais le démontrer tranquillement. Parce que le Bénin, par le passé, avait fait face à un certain nombre de dettes. J'imagine que ça ne va pas se répéter. Je me retourne vers l'éditorialiste Vincent Fouli. Votre journal, justement, s'est penché aussi sur ce dossier, a sorti des articles que je ne rappelle pas ici exprès. Vous êtes là, la voix la plus indiquée sur ce dossier. Vous pensez aussi qu'il y a plutôt mal donne. Bon. Mal donne comme l'État ou mal donne comme certains. Écoutez, et ce qui nous gêne ici, moi je ne suis pas juriste, même si on a fait quelques cours de droit, l'avocat est bien placé pour dire certaines choses de manière précise. Mon rôle n'est pas ici de dire avec précision, avec des articles de droit, ce qui s'est passé. Moi je me situe sur le plan de la bonne gestion. Et parce qu'en tant qu'éditorialiste, c'est ce que je sais décrire le plus. Et lorsque nous voyons ce qui s'est passé, et on est un peu surpris que l'histoire se répète. L'histoire semble se répéter. L'histoire que nous avons vécue avec le président précédent et qui faisait les choses d'une certaine façon que nous avons critiqué. Et nous n'avons pas le passé et il y a eu des mots très durs qui ont été employés par le tenant actuel du pouvoir. Il a parlé d'État voyou lorsque, par exemple, on a raisonné ces intrants en haute mer et lorsqu'on a suspendu le contrat PVI de manière cavalière en conseil de ministres comme maintenant. Et donc, on semble voir une répétition de l'histoire. Mais les marxistes disent que quand l'histoire se répète, c'est une farce. Cette fois-ci, n'y a-t-il pas eu de la méthode? Non, il n'y a eu aucune méthode. On a vu d'abord Amalgame, on visait un hôtel particulier, on a mélangé les choses. D'abord, oui, je vais le dire. L'hôtel Alédio n'existe-t-il pas? L'hôtel Croix du Sud, l'hôtel d'Aboumé. Non, l'hôtel Croix du Sud a été complètement rasé. Et je me souviens, c'est sous le ministre Toleba que nous avons vu le ministre brandir un chèque signé des Libyens, les repreneurs libyens, et qui disait, voilà, j'ai mon chèque, et maintenant on passe à la deuxième phase, à savoir la construction de l'hôtel, et je les attends. Ça veut dire que le domaine a été vendu, les Libyens ont rasé l'hôtel. C'était quand même un hôtel qu'on pouvait réhabiliter. Nous qui avons connu la Croix du Sud avec ses dépendances, à savoir le cinéma, la salle de cinéma qu'on a construite sous le PRPB, qui était l'une des meilleures salles du pays. Nous qui on a eu un peu mal au cœur de voir un hôtel comme ça disparaître. Mais ça a été détruit. On nous a brandi un chèque de 6 milliards, si mes souvenirs sont bons. Donc on a mélangé ça avec l'hôtel Alédio, qui n'existe que de nom. C'est de la broussaille. Il y a de jeunes écrivains, de jeunes journalistes qui ont écrit dessus. Le domaine, là, ne sert plus à rien. Les bâtiments sont en déconfiture là-bas. Et on a parlé du motel d'Aboumé, que je connais très peu, l'hôtel Tata Somba. Mais en fait, le seul hôtel qui était visé, c'était l'hôtel Benin Marina Hotel. Le seul hôtel. Non, parce que Croix du Sud n'existe plus. Et le PLM, on sait ce que c'est devenu. Donc, on a cité ça parmi les hôtels, alors que on aurait pu dire directement. Bon, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que l'avocat a dit d'abord. Et lorsqu'on fait des choses de ce genre, il faut le faire avec la manière. Lorsqu'il y a une convention, il y a un cahier de charge, il y a des articles, il y a des dispositions qui obligent l'État à suivre une certaine procédure. Moi, j'ai lu le cahier de charge. Nous, on a écrit 3 articles. Le premier, c'était à l'annonce de la nouvelle. On a dit, Talon va régler les comptes de Rodriguez. C'était leur premier article. Justement, cet article, c'était-il pas trop osé? Parce que là, il s'agit quand même d'engagement pris. Qui? Pas celui dont vous... Lisez le cahier de charge, vous avez vu qu'il y a des engagements pris par l'État et par l'acquéreur
de plein droit, le maître Orunla a parlé tout à l'heure, cédé. Il a dit que l'hôtel a été cédé, c'est-à-dire vendu. Moi, j'ai lu cette disposition. Donc, si l'État veut reprendre, ça ne peut pas se faire de manière aussi cavalière. Ce n'est pas un conseil des ministres. Il y a des dispositions dans le cahier de charge. On pourra en parler tout à l'heure. On pourra en parler. Maître Alain Orunla, l'État est souverain, à moins qu'on se trompe d'expression, c'est ce qu'on entend dire. Et dans le cas d'espèce, il y aurait eu une commission d'enquête, d'abord en 2012, une autre commission en 2016. Sur la base de ces commissions, des résultats issus du travail abattu, le Conseil des ministres s'est tenu et a pris les décisions que tout le monde connaît. Est-ce que l'on doit pourtant vouloir à l'autorité qui a voulu éviter le pire, dit-on, à l'État? Il n'est pas question ici d'en vouloir à qui que ce soit. Mais je rebondis sur votre expression l'État souverain. L'État souverain, c'est une notion de droit international, mais c'est également une notion qui peut être utilisée en droit interne. L'État est souverain et c'est souverainement qu'il contracte. Et lorsqu'il contracte, la loi des parties s'impose à lui. Donc la souveraineté, c'est la possibilité, la capacité de disposer de son patrimoine. Et quand on y a disposé à travers un contrat, on respecte ce contrat, sinon on est un État voyou, comme l'a dénoncé un certain... Et parlons justement du contrat. Devenu président de la République. Alors, vous observerez que c'est par arrêté qu'on a désigné un administrateur provisoire à la tête du Benin Marina Hotel, au motif que les conditions d'un certain cahier des charges n'auraient pas été remplies. Ceci me donne l'occasion, en tant qu'homme de méthode, de rappeler que le Benin Marina Hotel est régi par une convention de cession, effectivement, et un cahier des charges, pour ne parler que de ces deux documents. Je ne sais pas de quel cahier des charges le gouvernement parle. Parce que celui que je connais et qui est au dossier est un cahier des charges qui a été signé en mai 2011. Oui. Cependant que l'hôtel a été cédé en 2004. Oui, moyennant le prix de 4 milliards 200 millions qui ont été réglés rubis sur l'an. Effectivement, le contrat de cession de gré à gré de cet hôtel, après 2 appels d'offres infructueux, puisqu'on peinait à atteindre le milliard et l'acquéreur a investi 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, il était stipulé que les choses devraient se faire conformément à un cahier des charges qui n'a été rédigé que 7 ans après. C'est vous dire que l'État a déjà failli. Complètement failli. Quand je regarde le cahier des charges de 2011, j'ai l'impression que le gouvernement ne connaît pas ce cahier des charges qui est pourtant signé de certains nombres de ministres, et en particulier le Premier ministre, le ministre de la Prospective ou du Développement de l'époque. Je veux parler de M. Pascal Irénée Koupaki. C'est lui qui a signé ce cahier des charges en 2011. Un cahier des charges qui a consacré le transfert définitif de propriété à la société acquéreur, BND Finance et Investissement. Parce qu'effectivement, il y a des conditions qui sont contenues dans la convention de cession en son article 8 qui stipule une clause particulière selon laquelle l'acquéreur s'engage à investir à peu près 12 ou 13 milliards, à agrandir l'hôtel, etc., etc., et que s'il ne remplissait pas cette condition, il s'obligeait à restituer. C'est une obligation de faire en droit. Ce n'est pas une condition ni une clause résolutoire, encore moins une clause de prise de possession et d'accaparement. Le cahier des charges qui est intervenu certainement à la diligence de l'acquéreur, donc 7 ans plus tard en 2011, consacre in fine le transfert irrévocable de la propriété. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler d'un contrat sous condition. Ce cahier des charges a effectivement, là aussi, mis quelques obligations à la charge de l'acquéreur, un programme d'investissement qui ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'agrément de l'acquéreur à un régime spécifique du Code des investissements. Cet agrément, au lieu d'avoir été signé en 2004, comme le cahier des charges, n'est intervenu qu'en mars 2016. Et cet agrément donne un délai de 26 mois, me semble-t-il, pour réaliser les travaux. Alors, dans l'arrêté et le relevé du Conseil des ministres, on ne fait ni cas du cahier des charges de 2011, ni cas de l'agrément qui a été
ordonné en 2016 par le Premier ministre d'alors. Vincent Foley, vous avez mené des investigations sur ce dossier. Dans la démarche de l'avocat, vous retrouvez, on dit par exemple ici, le dernier paragraphe 8.2 de l'article 8 relatif au cahier de charge et à la convention. L'acquéreur dispose d'un délai de 30 mois à compter de la signature du cahier de charge pour la réalisation des constructions et l'extension dont il a été question. Mais à la date d'aujourd'hui, le constat est que rien de tel n'a été fait. Qu'est-ce que vos investigations ont révélé? Non, d'abord, moi, je ne suis pas l'avocat de Bénémalia Hôtel. Nous le savons. Et l'avocat qui est devant moi est mieux outillé pour dire de quoi il s'agit. Ce qui gêne ici dans ce dossier, c'est que rien n'a pu se réaliser comme prévu. On a signé une convention en 2004, on a cédé l'hôtel et on a sorti cette convention de la signature d'un cahier de charge. Comme l'avocat l'a dit tantôt, le cahier de charge n'a été signé qu'en 2011, c'est-à-dire 7 ans après. Pendant ce temps, d'après mes investigations, nos investigations, le repreneur a essayé de prendre langue avec une banque qui lui a promis un certain nombre de choses. Mais il fallait que certaines choses se réalisent et que le cahier de charge soit mis en place. Certaines choses. Oui, c'est précisé dans le cahier de charge. Et le Conseil des ministres a fait une faute d'avoir dit des choses qui ne sont pas dans le cahier de charge. Lorsque le ministre, secrétaire général à la présidence, et ça c'est notre deuxième article que nous avons fait, a dit qu'il fallait construire, en regardant l'article 8 cité par l'avocat tantôt, il a dit qu'il fallait construire des suites, 54 suites. Oui. Le ministre, secrétaire général à la présidence, a parlé de 54 suites. Et l'avocat disait tout à l'heure que c'est lui qui était au début de cette convention. Oui, absolument. Et non, dans le document, le cahier de charge, rien n'est dit. On a parlé plutôt de la construction de 40 bungalows de type F1, de 10 bungalows de type F2, c'est-à-dire F1 c'est une chambre, une pièce, terrasse et choses, F2 c'est 2 pièces, terrasse et cuisine. Vous voulez dire qu'il a fait économie de vérité? Voyez-vous, c'est ça qu'on a annoncé dans le point de presse de mercredi dernier. Et nous sommes des journalistes et nous regardons. Le Conseil des ministres est suivi, le communiqué du Conseil des ministres ne vient pas en même temps que le point de presse. Le ministre porte-parole fait son point de presse le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parfois, on nous envoie le Conseil des ministres le dimanche et nous reproduisons dans le journal de lundi. Figurez-vous que le communiqué du Conseil des ministres n'est venu que hier, c'est-à-dire le jour de la tenue du Conseil des ministres suivant. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué lorsque nous avons lu le communiqué? Nous avons vu que la partie qui concerne l'achat ou plutôt la construction des suites, des 54 suites dont le ministre porte-parole a parlé, en citant ça comme un exemple de défaillance de l'acquéreur, ne se retrouve plus dans le Conseil. C'est pourquoi nous avons titré aujourd'hui ce que nous avons titré. On a dit qu'il y a une omission qui entache la crédibilité du discours du secrétaire général à la présidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a dit quelque chose au point de presse, et lorsque notre article est sorti, le second article est sorti pour dire que le porte-parole était en porte-à-faux, et le gouvernement était en porte-à-faux, on a biffé la partie où on a parlé de construction de suites. On a enlevé ça du Conseil. Moi, remarquez ça aujourd'hui, allez lire le Conseil des ministres, le communiqué, et vous allez voir que c'est ça. Mais ce qui est certain, ce qui est plus grave, ce n'est pas le problème. C'est que lorsqu'on lit la Convention, on lit le cahier de charge, on voit l'État un peu de manière, c'est-à-dire la manière laxiste dont notre pays est conduit. On signe des conventions, on signe des cahiers de charge, on prévoit des structures, on prévoit des choses, j'allais dire, des structures pour contrôler, pour faire le suivi, mais on constate qu'il n'y a eu aucun suivi. On signe un contrat en 2004, une convention en 2004, et cette convention était assortie d'un cahier de charge qui n'a été signé que 7 ans plus tard. Qu'est-ce que l'acquéreur peut être en train de faire? Et c'est l'avocat vous a dit tantôt qu'après le cahier de charge, on avait besoin d'un arrêté pour essayer de convenir d'un code favorable à cette personne pour qu'elle puisse importer, l'acquéreur puisse importer à un prix plutôt raisonnable.
cet arrêté n'a été signé. C'est sur la date que l'avocat et moi, en septembre. En mars, on a commencé les élections, en mars 2016, vous avez dit. Il me semble que c'est en 2015, lorsque le Premier ministre, bon, je peux me tromper de date, mais c'est sous le Premier ministre Zissou que l'arrêté devant permettre à l'acquéreur de faire les investissements, cet arrêté a été signé. Alors, les acquéreurs, lorsque nous, on a fait des enquêtes vers cette source, elle nous a dit que elle a attendu pendant longtemps. L'État a été défaillant. Eux, ils sont restés là à attendre. Le crédit qu'ils ont sollicité auprès des banquiers, ils n'ont pas pu l'avoir. Parce qu'en temps, il fallait, entre 2004 et 2015, vous voyez, il s'est passé 11 ans. Donc, le coût ne devait plus être le même. Donc, il fallait réévaluer. Ils en sont là quand l'État a pris cette décision de faire ce cas. Maître Alain Rolla, lorsque c'est le cas, l'État se montre défaillant et vous êtes acquéreur, est-ce qu'en bon client ou acheteur, si vous voulez, on ne peut pas saisir la justice? On devra saisir la justice, mais je comprends que vous me trouviez long et abscon. Mais je vais être clair, parce que si on n'a pas les mêmes éléments, le même niveau d'information, on ne peut pas apprécier. Donc, j'ai planté le décor pour démontrer que les rapports entre l'acquéreur et l'État sont régis par une convention de cession de 2004, un cahier des charges qui aurait dû être rédigé ici en 2004, mais qui ne l'a été à la diligence de l'acquéreur qu'en 2011, et l'agrément au code des investissements qui marque le début de l'opérationnalisation par l'acquéreur des extensions. Or, vous vous rendez compte d'abord, dans le communiqué du gouvernement, qu'il ignore ce cahier des charges qui a été signé en 2011. Je pèse mes mots, il l'ignore, c'est-à-dire qu'il y a un blackout total sur ce cahier des charges, ce qui est incompréhensible puisque c'est à l'initiative de M. Koupaki qu'on a signé ce cahier des charges. Il fait référence à un cahier des charges qui n'a pas été annexé au contrat. Je présume qu'il s'agit d'une proposition ou d'un projet de cahier des charges élaboré en 2004, mais qui n'a pas été signé et qui a été complètement occulté. C'est celui-là qui vous parle de suite présidentielle, etc. Mais le cahier des charges en vigueur, celui de 2011, ne parle pas de suite présidentielle, parle de 40 bungalows de type F1 et 10 bungalows de type F2. Ce cahier des charges dit que l'acquéreur ne peut être inquiété que si l'État a rempli toutes ses obligations, notamment et principalement l'agrément au cours des investissements qui a mis 11 ans et qui a causé préjudice à l'acquéreur, qui a tenté d'obtenir des prêts et qui se sont tous volatilisés, déjà par la faute de l'État, il faut le savoir. Les relations sont régies par ce contrat et ce cahier des charges qui dit tout le contraire de ce que prétend le gouvernement. Parce que les clauses stipulent que si l'une des parties venait à être défaillante, l'autre partie s'obligeait à la négociation et à user de toutes les voies de droit pour contraindre son co-contractant à faire les réalisations qui s'imposent. La résiliation n'était pas ne fait pas partie de ces contrats. Il n'y a plus de clause résolutoire. La seule clause résolutoire contenue dans le contrat de 2004 était relative au non-paiement du prix. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, si tel est le cas, qu'actuellement le gouvernement en soit arrivé à une clause, il n'y a pas eu de clause résolutoire, dites-vous, mais à une décision comme celle-là. Koupaki était au départ, c'est lui qui a porté la nouvelle. Que s'est-il alors passé? Écoutez, je pense que Monsieur le ministre d'État n'est pas une contradiction près, puisqu'il défait sous la rupture tout ce qu'il a contribué à faire, sous le changement ou la refondation. Ça, c'est une question qui doit lui être personnelle. Mais ce que je remarque et que je déplore, c'est que les autorités ne sont pas totalement instruites des éléments de fait et de droit avant de prendre leur décision. Parce que s'ils ont fait la preuve que le cahier des charges signé en 2011 du ministre Koupaki n'a pas été mentionné et référencé dans la décision, tout est faux. Si aujourd'hui, en 2017, le gouvernement parle de suite présidentielle, alors que cette question ne figure dans aucun document officiel, et je mets au défi quiconque de le brandir, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, pour le moins, il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation avant de parler de maladresse dans la conduite du dossier, parce que, en supposant qu'il existe une clause résolutoire, ce qui n'est pas le cas et ce qui est loin d'être le cas, ce n'est pas à l'État co-contractant
d'actionner d'autorité cette clause résolutoire, on saisit un juge pour faire constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire. En conseil des ministres, ce n'était pas possible. Mais le conseil, ce n'est que l'exécutif, ce n'est pas le judiciaire. C'est ça. C'est comme si un bailleur, et là, je ne vous parle pas de bail, rentrait chez vous sans procédure judiciaire et vous mettez dehors manu militari. C'est une voie de fait, c'est grave. Et là, nous sommes dans une matière où le fonds de commerce a été cédé définitivement, irréversiblement, irrévocablement. Il s'agit d'une, je vais dire, puisque je vais rester juriste et mesuré, d'une expropriation sans respect des règles. D'une expropriation, même pas pour cause d'utilité publique, puisque vous dites que l'hôtel va entrer dans le patrimoine de l'État. L'État n'a pas les moyens d'entretenir ça. Donc il va forcément avoir derrière un autre contrat, et c'est ce qui se suppute. Donc, sans folie, ce dossier, disiez-vous, rappelle un passé pas trop glorieux pour le Bénin. Mais oui. Le Bénin a fait beaucoup de bons. On ne peut pas comprendre que le Bénin en soit retombé dans les mêmes travers, surtout que les hommes avisés en sont là pour éviter... Oui, c'est ça qui est étonnant et c'est ça qui interpelle l'éditorialiste que je suis. Nous avons vu au cours du débat le tenant actuel du pouvoir dire vertement à son adversaire du jour, monsieur, c'est un État voyou qui se comporte comme ça. C'est-à-dire quoi? Chercher à rompre un contrat dûment signé. On l'a vu dans le cas du PVI, on l'a vu dans le cas du Bénin Contrôle. C'est des conseils des ministres qui ont pris cette décision. Et moi, je croyais qu'avec ce nouveau régime, les habitudes et les pratiques vont changer. Et vous avez vu, le conseil des ministres est tenu le mercredi. Dès le jeudi, ils ont envoyé l'administrateur provisoire pour prendre service. Ça n'a pas marché. Les autorités de l'hôtel se sont opposées, d'après les investigations que nous avons faites. Ça veut dire que immédiatement, donc, ils étaient venus avec un huissier et la décision du Conseil des ministres. Est-ce que ça suffit pour engager une action de ce genre? Je trouve que c'est dans un État voyou qu'on peut se comporter comme ça. Parce que, comme il l'a rappelé tantôt, dans le cahier de charge, la dernière clause concernait le règlement des différends. Et il est bien dit que les différends seront réglés à l'amiable. Ensuite, on va chercher l'arbitrage. Et on a nommément cité l'arbitre qui est la CCJA, qui doit rappeler beaucoup de choses au tenant du pouvoir actuel. Puisque c'est eux qui sont allés, après la rupture de contrat abusif du PVI, ils sont allés à la CCJA et ils ont gagné. Pourquoi répéter l'erreur que l'ancien président a commise? C'est ça qui étonne. Et qui permet de dire que notre pays est géré un peu à la petite semaine. S'agit-il de la gestion de l'État ou de quelques-uns qui ne sont pas forcément bien avisés, qui sont en train de dire... Non, ici, regardez, non, l'erreur vient de... Rien n'est gratuit. Il circule, des nouvelles circulent sur les réseaux sociaux. Moi, je ne prête pas foi à ce que disent les réseaux sociaux totalement, mais on peut prendre certains points. Regardez ceux qui sont actuellement au pouvoir. Le ministre Serwetor était déjà ministre du Commerce à l'époque de la vente du vin. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. C'est quoi tout? Non, tout est clair là. Et qu'est-ce qui est clair? Parce qu'à l'époque, il était de ceux qui luttaient pour qu'une partie adverse ait l'hôtel. Et il se retrouve aujourd'hui dedans. Le ministre, le secrétaire général à la présidence, a signé le cahier de charge en 2011, qui a reconnu des choses. Monsieur l'avocat a dit tantôt que c'est un cahier de charge de l'époque. Non, il n'y a pas deux cahiers de charge. Le seul cahier de charge qu'on connaît, c'est celui de 2011, signé par lui, contresigné par les ministres prudentiaux, qui étaient ministres du tourisme à l'époque, et le ministre Idriss Daouda, qui était ministre des Finances. Ce cahier de charge, les communications que le gouvernement sont en train de faire, ils ont publié ce cahier de charge, sans faire mention de ce que le ministre secrétaire général à la présidence a dit, à savoir la constitution des suites. Et le cahier de charge qu'ils ont publié dans les journaux mentionne bien la constitution des 40 bungalows. Donc il s'agit du seul cahier de charge connu. Donc il n'y a pas match. À quoi pourrions-nous assister dans les tout prochains jours? Parce que la décision de l'exécutif est irrévocable à ce qu'il paraîtrait. L'administrateur qui a été nommé doit prendre impérativement service. Mais il a déjà pris service. Le premier jour, il y a eu quelques écueils. C'est ce que j'appelle donc une voie de fait.
c'est un abus de pouvoir. Ce n'est même pas un abus de droit, puisque de droit, l'État n'en a pas, malheureusement, pour ceux qui l'animent. Donc, quand la légalité est rompue, quand la délinquance s'invite dans un contrat, le seul recours, c'est celui du juge. Alors, je crois que la partie lésée saisira les autorités judiciaires et juridictionnelles compétentes sur le territoire national pour pouvoir corriger ces voies de fait. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Étant précisé que le contrat de cession ainsi que le cahier des charges prévoit le règlement des différends après négociation que le gouvernement a éludé, prévoit le recours à l'arbitrage, ce qui signifie que l'État n'est ni dans l'esprit, ni dans la lettre de la convention signée, qui voudrait qu'elle soit définitive, irrévocable, et que la partie défaillante soit contrainte d'exécuter ses obligations, étant précisé que c'est l'État qui n'a pas assumé véritablement ses responsabilités. N'est-ce pas possible d'éviter un procès à l'État? À l'État actuel. Mais c'est l'État qui choisit, c'est l'État qui a tiré, c'est l'État qui s'est rendu justice, parce que comme je vous le disais, tout bon juriste vous le dira, quand il y a une clause résolutoire, ce qui n'est pas le cas, c'est au juge que l'on s'adresse pour faire constater l'acquisition du jeu de cette clause résolutoire. L'État s'est rendu justice, s'est emparé de cet outil, exposant une fois de plus nos finances publiques à des dommages et intérêts chiffrés à des dizaines, voire des centaines de milliards, que sais-je encore. Donc, quand la légalité est rompue, y compris par l'autorité la plus forte, c'est-à-dire l'exécutif, il ne reste que le recours, fort heureusement, à la justice pour rétablir l'équilibre. Et je crois que c'est ce qui va se faire dans les jours et semaines à venir. Oui, la question a été rapidement posée tout à l'heure. Le recours a-t-il déjà été introduit ou de l'être? Je sais, vous fuminez beaucoup. Oui, c'est à raison que vous êtes sur le plateau. Je crois que c'est imminent. C'est imminent. Sans folie. Oui. Les caisses de l'État béninois sont très déficitaires, clame-t-on. Il est question aujourd'hui de faire des pieds et des mains pour pouvoir renflouer cette caisse. C'est vrai qu'il y a des tâches qui sont prévues à l'horizon, mais est-ce suffisant pour permettre à l'État d'avoir encore à faire face à un procès? Non, moi je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui a subi une situation donnée puisse revenir à recommencer les mêmes défauts qu'il reprochait à l'autre. J'ai dit tantôt de répétition de l'histoire. Les marxistes, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on dit que l'histoire ne se répète pas. Mais quand elle se répète, elle devient une farce. Nous sommes en face de quelque chose qui va tourner comme une farce, parce qu'on a utilisé la force publique pour brimer quelqu'un. Parce qu'ici, il s'agit de l'utilisation de la force publique. Au plus fort des débats sur le PVI et le Bénin Contrôle à l'époque, il y a eu des gens qui ont fait, moi je ne suis pas juriste, la différence entre un contrat administratif et un contrat, comme on a dit, un contrat de droit privé. Et les gens disent, la puissance publique est toujours forte. Je cède, et on a entendu le président Yahi même dire, ah oui, l'État est très fort, il cède, il a des droits et il les fait respecter. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous vous comportez de cette façon, aucun investisseur ne viendra dans votre pays. Si vous signez des contrats que vous êtes incapable de respecter, ou alors que vous retirez des années plus tard, ben les gens ne pourront pas venir vers vous. Donc, on se met dans les mêmes conditions qu'en 2012-2013, où on a suspendu des contrats, on a arrêté, avec les conséquences que l'on sait, seulement que nous ne savons pas comment tout cela a été, comment on appelle, goupillé. C'est-à-dire que on nous a dit sous Yahi que la SODECO a changé de main, on a changé l'actionnariat. Aujourd'hui, la SODECO est retournée, je ne sais pas par quelle alchimie, dans les mains de son premier propriétaire. Quelle est la part de l'État? Nous ne savons pas. Donc, il faut faire les choses dans la transparence. Et le drame, c'est que notre petit pays vit une expérience extraordinaire. Une expérience qu'un grand pays, même comme l'Amérique, vit
mais où on se pose des questions, c'est-à-dire l'arrivée d'un homme d'affaires à la tête du pays. En Amérique, ça soulève des vagues. Et ce président a été élu avec une forte majorité. Le lendemain, des gens ont commencé à manifester. Jusqu'à ce jour, un mois après, le président n'a pas la paix. Parce qu'il y a des mécanismes dans ce pays pour arrêter le président lorsqu'il a pris les décrets sur l'immigration. On lui a dit non, on ne peut pas faire ça. Je rêve d'avoir cette situation dans notre pays où on peut dire à celui qui est au pouvoir, non, il faut arrêter ce que vous faites. Mais nous n'avons pas encore des institutions. On n'a pas encore des institutions fortes. Sinon, l'affaire de l'achat ou de la vente ou de, je sais pas, forcée d'une résidence à côté de celle du président de la République n'aurait pas été négociée aussi rapidement, de manière aussi cavalière. Vous en lancez une pierre à Maître Alain Roula, il va la saisir. Oui. Juriste, nous n'avons pas des institutions fortes au Bénin? On n'a pas. Écoutez, moi je crois fermement à l'institution juridictionnelle. L'institution juridictionnelle, une nuance. Oui. Nous avons fait l'option du droit, de l'état de droit. Et c'est sans complaisance ni complicité avec mes partenaires juges. Je crois que lorsque le droit est clair et qu'il est établi, qu'il a été clairement foulé par les autorités politiques, les juges prennent leurs responsabilités. Fort heureusement, il reste encore cet espoir. Mais la lacune, ce ne sont pas les institutions, c'est les hommes, c'est les Béninois. C'est les responsables qui sont désignés à la tête de ces institutions qui me donnent l'impression d'avoir abdiqué, d'avoir renoncé et de laisser ce pays à son pauvre sort. L'histoire ne se répète pas, M. Folly, l'histoire bégaye. Bégaye, beaucoup trop même. Quelle est la nuance que vous apportez? La nuance, c'est que ceux qui nous font faire du surplace ont toujours été portés par le peuple, qui vit et revit les mêmes choses depuis tout au moins les indépendances. Et donc, moi, je me dis que quand ce peuple aura compris et qu'il aura instauré les mécanismes adéquats, quand il aura pris ses responsabilités, comme certains d'entre nous essaient de le prendre même dans la clandestinité, dans l'arbitraire et l'abus des autorités, je crois que ceux-ci changeront d'attitude. Mais ce qui est certain, c'est que ce dossier va retourner au gouvernement dont les animateurs ont menti en flagrant délit. Le ministre Koupaki a fait économie de vérité, il a menti, sa signature est apposée sur le cahier des charges de 2011. La sienne tout au moins, je la tiens. Elle est apposée sur le cahier des charges. Qu'est-ce que ça signifie, je la tiens? C'est un nombre de droits qui parle. Ça figure sur un document et il est venu lire un communiqué qui dit autre chose que ce qui est prévu à ce document, comme si ce document n'avait jamais existé. Il aurait agi sous pression, vous voulez? Mais je n'en sais rien, c'est un grand monsieur. Il a été Premier ministre, ministre des Finances, candidat aux élections présidentielles, donc on ne peut pas mettre la pression à un grand personnage tel que le ministre Koupaki. Que se passe-t-il? C'est la question que je leur pose. Non, c'est pourquoi, oui, monsieur l'avocat, je rebondis pour dire qu'ils ont corrigé cela. Le point de presse, ça ne fait pas autorité, ce n'est qu'un point de presse. Dans le communiqué publié aujourd'hui, du même Conseil des ministres, ils ont biffé cette partie qui fait entorse au cahier de charge. Monsieur Folly, oui, avec l'amour que j'ai pour la presse et même pour ce qui se dit dans les réseaux sociaux, oui, je suis réservé. Oui. Mais les documents dont je vous parle, c'est l'arrêté et le relevé du Conseil des ministres, oui, qui occultent le document capital dont je suis en train de parler. C'est-à-dire le cahier de charge. Absolument. C'est un acte d'huissier qui porte à la connaissance de l'acquéreur qui a résidence en Suisse et dont la dénonciation se fait au parquet, qui ignore ces dispositions contractuelles, cependant que l'État donne l'impression de vouloir respecter une loi qu'il ignore et qu'il bafoue. Donc quand je vois, permettez-moi l'expression, autant de maladresse, j'avais envie de dire de grossièreté, je me pose des questions sur la rectitude. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Si l'investisseur n'a pas rempli son cahier des charges, il doit être sanctionné. Encore que ce n'est pas à l'État de prendre des sanctions, l'État demande au juge de le sanctionner. Oui. Mais là, c'est l'État qui a été laxiste. C'est l'État qui est fautif. C'est l'État qui a empêché l'investisseur de rentabiliser les 4 milliards 200 millions investis en 2004, cash. 4 milliards, après 2 appels d'offres. C'est de ça dont il faut tenir compte. 4 milliards 200 millions, alors que les 2 appels d'offres qui ont été lancés sont revenus infructueux parce que personne ne voulait payer plus d'1 milliard. 5. Et donc aujourd'hui,
par un coup de stylo, heureusement que ce n'est que le coup du stylo de l'exécutif qui peut être corrigé, eh bien, on fait l'impasse sur cet investissement qui a déjà été fait, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir investi les 20 ou les 30 milliards qui étaient prévus au programme et pour lequel on n'a véritablement rien fait pour faciliter les choses. L'État, en prenant sa décision, est revenu sur un aspect que beaucoup ont banalisé par la suite, mais qui n'est pas négligeable non plus. Il s'agit du volet social. L'État l'a mentionné, il est là pour assurer le paix à la veuve et à l'orphelin. Dans le cas d'espèce, on se rappelle cette sortie du personnel de Bénin Marina Hotel. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je sais que l'éditorialiste a observé avec son regard. Oui, j'ai vu le personnel. Et ce qui est curieux, c'est que c'est moins d'une semaine après la sortie de ce personnel, sur lesquels on peut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas moi personnel-là? Oui, on peut dire beaucoup de choses. Ils avaient déjà manifesté sous le président Yahi. Ils avaient déjà réclamé le retour de l'hôtel dans le giron de l'État. Mais Yahi n'avait pas cédé à l'époque, malgré le fait que le repreneur était en délicatesse avec le pouvoir. Il n'avait pas cédé. Donc ce n'est pas la première tentative. Mais il se fait que c'est bizarre que, c'est une semaine après que l'État réagit dans le sens d'accorder de donner son agrément à ce que ce personnel aurait réclamé. Moi, je dis ceci. Toute cette histoire serait complètement dérisoire s'il ne s'agit pas de l'intérêt de notre pays. Regardez, on vient de nommer un administrateur. Est-ce pas pour l'intérêt du pays que l'État a fait ce qu'il a fait? Non, c'est l'intérêt du pays. C'est-à-dire, voilà un régime qui dit l'État ne peut rien gérer. Et il fait de la privatisation. Depuis qu'il est arrivé, ce n'est que ça. On a inventé des mots, on a trouvé des mots à fermage pour dire même les hôpitaux. Et aujourd'hui, on dit qu'on retourne quelque chose dans le giron de l'État, un État qu'on reconnaît incapable de gérer. On a envoyé un administrateur. C'est une contradiction flagrante. Je sais que ce n'est qu'un tour de passe-passe pour retourner l'hôtel dans les mains d'un autre privé. Ça, nous verrons, nous sommes là pour suivre. Vous voyez, l'État n'a jamais rien géré. On ne peut pas prendre un fonctionnaire de l'administration qui ne sait que gratter les papiers pour gérer un hôtel. Non, je sais de quoi je parle. Non, gratter, ils font plus que ça. Non, ils font certainement plus que ça. Mais ce n'est pas un fonctionnaire de l'État qui peut gérer un hôtel. Ce n'est pas sa fonction. Il faut avoir appris le métier. Et lorsqu'on a fait ça par le passé, vous avez vu l'hôtel à Lédio, ça a abouti à une catastrophe. Ça a été toujours géré par des... Espérons que ce ne soit pas une catastrophe. Oui, ma question, vous n'allez pas l'occulter. Oui, ce personnel qui est sorti, ce n'est pas négligé, non? Le social. Mais je crois qu'il y a effectivement sujet à controverse sur la qualité de ce personnel. Mais en termes de réclamation, je crois que plus que le personnel, le peuple crie famine, crie son désespoir dans les opérations de casse, etc. Oui. Et pourtant, on n'a pas entendu, on n'a pas réagi promptement. Ce que je voudrais aussi... Ça ne vous convainc pas? Non, je veux dire, l'État ne gouverne pas sous la pression des syndicalistes, ça saurait. Voilà. En tout cas, pas cet état de gouvernance rupturienne. Mais ce dont il s'agit, permettez-moi, là, nous sommes en train d'assister à un braquage. Parce que c'est vrai que c'est l'avocat, mais moi je non, le mot a été utilisé pour la question des intrants, hein, c'est pas un mot nouveau. Les intrants qui ont été arraisonnés, on a utilisé le mot braquage. Je suis mesuré, oui, je ne parle pas en désordre. Oui. Je parle de braquage parce que j'ai l'impression que personne ne comprend la portée des engagements. Oui. L'hôtel Bénin Marina Hotel est définitivement et irrévocablement la propriété de Martin Rodriguez. Ce n'est pas Martin Rodriguez qui a acheté, c'est une société d'investissement suisse. Oui. C'est pas Martin Rodriguez qui est acquéreur. C'est une société qui s'appelle BMD Finance et qui est une société de droit suisse. Vous voyez les ennuis qu'on voudrait s'attirer avec la communauté internationale. Donc, c'est une question de propriété et la constitution béninoise proclame le droit de propriété perpétuel, universel et inviolable. Donc, les politiciens comme le personnel supposé ou réel, Maître Alain Rolla, vous allez conclure doivent comprendre qu'on est en train de s'accaparer du bien d'autrui. Si c'était agi d'un privé, c'est la police qui serait intervenue
pour arrêter ce qui est en train de se passer. Malheureusement, il s'agit des autorités en charge de l'exécutif, ce n'est même pas l'État, mais qui agissent au nom de l'État, dont ils compromettent les intérêts. Moi, je fais confiance à la justice qui nous départagera dans ce dossier, une fois de plus, sulfureux. Oui, l'éditorialiste, qu'avez-vous à dire? Non, qu'est-ce que je peux ajouter à ce que le juriste dit? Il a confiance à la justice. Nous, on est là pour suivre les événements. Nous allons observer de près ce qui va se passer. Mais un gouvernement qui dit, moi, je privatise pour rentabiliser, et si ce gouvernement-là en vient à étatiser, il faut se poser des questions sur ses vraies intentions. C'est tout ce que je veux. S'interroger sur les vraies intentions. Ici, on a essayé d'apporter juste un grain de sel au débat qui se fait tout autour d'un dossier qui, peut-être longtemps encore, restera très sulfureux. Mais la justice nous a rassuré, l'homme de droit, pour nous apporter la lumière qui s'impose. Merci à vous, Maître Alain Rolla, Vincent Folly, pour la disponibilité. Chers téléspectateurs, cette émission tire à sa fin. Avant de prendre congé de vous, cette citation du romancier français atypique Joseph Malègue, je cite, « Toute preuve de la vie reste une occasion donnée. » Pour en tirer des dividendes, tout dépend de la façon dont elle est saisie. Mesdames, Messieurs, merci donc pour la fidélité à nos programmes. Toujours un immense plaisir de vous servir. À bientôt.